Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, ce soir, nous sommes très contents parce que nous allons recommencer notre cycle de conférences après un été, une programmation assez dense avec des visites, des balades et une exposition. Et cette programmation estivale, effectivement, elle nous a permis de mettre à l'honneur les marins au long cours, notamment d'ailleurs aussi avec l'UNSM, qui était un partenaire de ce projet, à travers une exposition multisite qui s'est déroulée à la bibliothèque Niemeyer, au Siemens Club, et puis ici au Port Center. Donc cette exposition, elle s'achève bientôt. Vous avez encore jusqu'au 19 septembre pour pouvoir découvrir les différentes œuvres, photos, films, qui sont donc exposés à cette occasion-là. Et ce soir, les marins vont aussi être le sujet qui va faire le lien avec la thématique qui nous intéresse ce soir, la cybersécurité à terre et en mer. Les ports et les opérateurs impliqués dans le transport maritime font état de plus en plus d'attaques mettant à mal leurs activités. Ceci s'est notamment accru aussi avec la Covid-19. Et puis aujourd'hui, d'après les statistiques mondiales, en fait, on estime à peu près à une augmentation de 900% sur 3 ans. Donc depuis 2017, une augmentation de 900% des attaques subies dans les villes portuaires. Donc on peut dire qu'effectivement, la sécurité, en tout cas le risque numéro 1 aujourd'hui pour les autorités portuaires, c'est vraiment la sécurité numérique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, la problématique des cyberattaques, en fait, ne s'arrête pas aux frontières ni au périmètre portuaire. Donc, on doit véritablement mettre en place une cyber-résilience qui permet un peu à l'ensemble de l'écosystème, finalement, ville, port et industrie, et je me tourne vers Synerzip, qui est certainement d'accord avec moi, de se munir d'outils de protection. Et cette protection, elle passe aussi par une prise de conscience collective qui doit favoriser des nouvelles pratiques. Alors, en quoi consistent ces nouvelles pratiques et mesures? Comment sont-elles mises en place? Comment se défendre contre ces nouvelles attaques numériques? Et plus particulièrement sur le territoire havrais, comment ça se passe? Comment elles englobent aussi ces mesures, la ville et peut-être d'autres filières économiques? Donc ce soir, pour en parler plus en détail, nous avons le plaisir d'accueillir 2 intervenants. Donc Pedro Mirino Lazo, qui est chargé de recherche à l'École nationale supérieure maritime et en charge du projet Marine Research. Ce projet d'ailleurs s'inscrit dans le cadre de Le Havre Smart Port City que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous connaissent. Et donc ce projet, c'est donc le développement d'un simulateur de passerelle pour de navires et qui permet donc d'effectuer des recherches en cybersécurité sur les navires notamment. Donc on a parlé de Le Havre Smart Port City parce qu'effectivement Marine Research fait partie de ce programme. D'ailleurs, je me permets d'excuser Caroline Morand, qui est donc directrice du programme Le Havre Smart Port City, qui n'a pas pu être là ce soir, mais donc elle s'excuse. Donc j'en profite un petit peu pour effectivement vous passer son message. Et puis nous accueillons ce soir également Jérôme Besancenot, donc directeur du projet Transition numérique au sein d'Aropaport. Jérôme nous fera part des actions de la stratégie numérique chez Aropa et plus particulièrement notamment de la démarche collaborative, si je ne me trompe pas. Donc, avant de leur donner la parole, je précise aussi que nous, on essaye de se mettre aussi sur le numérique. Et donc, cette conférence est enregistrée et retransmise en direct sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube et puis via la plateforme Bicast. Donc, pour toutes les personnes qui nous suivent en ligne, et je me tourne vers la caméra, merci donc de poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre à la fin de la conférence. Également, donc, pour les personnes présentes en salle, on fera tourner un micro et puis vous pourrez poser et échanger avec nos intervenants. Voilà. Je précise aussi que toutes les conférences qu'on fait sont disponibles sur replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire un tour. Et puis, sans plus tarder, je donne la parole à Pedro pour introduire la thématique. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Et bonsoir à tous. Merci d'être venus et de vous intéresser par les travaux qu'on réalise à l'ONSM et au Port du Havre et à Aropaport.
d'abord, je vais vous faire une petite introduction sur la cybersécurité, pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à cette problématique. Et puis, je vous parlerai de ce qu'on fait à l'ONSM pour avancer dans la résolution de ces problèmes. Et puis, je passerai la parole à Jérôme pour sa présentation. Donc, d'abord, pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à la cybersécurité? Et d'abord, il faut comprendre pourquoi on avance souvent dans les maritimes avec des nouvelles solutions. Donc pour ça, je commence avec plusieurs exemples, comme le Titanic, qui a coulé en 1912, que tout le monde connaît. Et en fait, on a vu qu'il y avait un gros problème de sécurité à bord des navires. Il y a eu des gens qui sont morts. Donc on s'est dit, il nous faut une réglementation. Et il y a la réglementation SOLAS qui est apparue. Et maintenant, on prend au sérieux la sécurité à bord des navires. Et plus tard, il y a eu des pétroliers qui ont fait des accidents. Il y a eu des gros dégâts. Donc il y a des nouvelles réglementations aussi qui sont apparues, comme la MARPOL. Et pareil, maintenant, il y a des réponses qui sont prêtes. En cas d'accident, on est prêt à réagir et à trouver des solutions. Et on a plusieurs exemples comme ça. Il y a des navires qui ont pris feu et des navires qui ont chaviré. Pareil, il y a les réglementations qui évoluent. Et il y a tout le monde qui est maintenant au courant de qu'est-ce que c'est la sécurité à bord des navires, comment réagir et comment être prêt. Et pareil, le 11 septembre, il y a eu des attentats terroristes. On s'est dit maintenant, il y a les risques terroristes. Donc il faut être prêt. Et il y a la réglementation ISPS qui est apparue. Et maintenant, il y a plein de procédures pour se protéger contre les terroristes. Et on arrive à nos jours, où on prend tous les jours les journaux et on voit qu'à chaque fois, il y a des entreprises qui sont impactées par des cyberattaques. Donc là, on commence à se réveiller, on dit il y a une grosse problématique, il faut commencer à se préparer parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être touchés. Il y a eu une attaque très marquante en 2010. C'est une attaque avec le virus Stuxnet. Donc, ce n'était pas dans les maritimes, c'était en Iran. C'était des centrifugeuses d'uranium. Donc, ça sert à enrichir l'uranium. C'est une usine, c'est une grosse usine. Et en fait, ils croyaient qu'ils étaient complètement protégés. Parce qu'ils disaient, nous, on est coupé d'Internet et on a beaucoup de systèmes informatiques, on a des ordinateurs partout, mais il n'y aura personne qui arrivera à nous pirater, à prendre le contrôle de nos systèmes. Et un jour, c'est arrivé, et ils ont réussi à prendre le contrôle des centrifugeuses, et ils ont commencé à les accélérer, à les freiner, et très doucement, et on ne pouvait quasiment pas voir, mais ils ont réussi à tout casser. Il y a toutes les centrifugeuses qui sont tombées en panne, et ils ont arrêté l'usine. Et depuis les domaines maritimes, on a vu ça un peu de loin en disant ah quand même ils sont isolés, nous on croyait pareil, on a des navires dans la mer, donc on croyait qu'on était sûr parce qu'on est complètement isolé. Voilà, c'est quelque chose qui flotte dans l'eau, on est tranquille ici. Et mais quand on commence à regarder l'attaque, on s'est dit mais en vrai ils utilisent exactement le même système que nous. Ils sont des systèmes informatiques industriels. C'est les mêmes marques, les mêmes modèles qu'on peut trouver à bord des navires. Donc là, à partir de 2010, on s'est dit c'est possible qu'on retrouve la même attaque à bord de nos navires et qu'ils arrivent à détruire du matériel, qu'ils arrivent à produire un accident. Et donc, à partir de cette attaque, il y a tout le monde qui a commencé à se poser des questions. Et en 2017, l'OMI a décidé de publier une résolution, ça s'appelle la MSC 428-98,
qui dit, à partir de maintenant, il faut prendre en compte le risque cyber. Donc, c'est qu'on voyait tout à l'heure, il y a un navire qui prend feu et on s'est dit, il faut qu'on prenne en compte les risques d'avoir un incendie à bord, parce que ça peut causer un accident, il peut y avoir des morts. Maintenant, on s'est dit, une attaque cyber peut causer des vrais soucis dans les maritimes. Donc, on va faire pareil. Il faudra l'inclure dans les analyses des risques à bord des navires. Et bon, je parle des navires, mais c'est aussi côté terre. On parle des armateurs, on parle des navires. Et tout ça, ça a été fait en ajoutant quelques lignes au code ISM. Donc, c'est un code qui regroupe ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, les risques de pétrole, de sécurité, comme ça dit. Et voilà. Et aussi, on se pose de plus en plus la question parce que les navires, ils sont de plus en plus numériques. On a des systèmes connectés absolument partout. Et avant, on n'avait qu'un moteur, on accélérait, on freinait, c'était tout. Maintenant, c'est un ordinateur qui va contrôler ces machines. Donc, on connaît tous maintenant avec les voitures. On a un GPS dans la voiture, on a un pilote automatique, on a des systèmes d'alerte un peu partout, on a des caméras. Et donc, dans les navires, il y a la même évolution. Et aussi, on va retrouver les mêmes évolutions qu'à la maison avec l'IoT. Donc, à la maison, on a maintenant des ampoules connectées, on a des enceintes connectées, et on peut trouver des fours, des frigos connectés. À bord des navires, ça va être un peu pareil. Tout va être connecté, comme par exemple les conteneurs. Maintenant, il y a des conteneurs qui peuvent être traqués. Et quand c'est quelqu'un qui envoie un conteneur de la Chine jusqu'en France, il peut savoir où il se trouve à tout moment. Il peut savoir si le conteneur il a été ouvert, si c'est un conteneur frigo qui doit respecter une température. Tout ça, c'est surveillé pendant tous les trajets. Et aussi, toutes les compagnies maritimes font du monitoring des flottes. Donc, par exemple, la CMA-CGM, il y a des postes, ça s'appelle un fleet center. Donc, depuis des écrans, ils peuvent surveiller toute leur flotte. Ils savent où ils se trouvent tous les navires, combien ils sont en train de consommer, à quelle vitesse ils naviguent, est-ce que toutes les normes sont respectées, s'il y a une panne, et, ils sont au courant également. Et aussi, à bord, il n'y a pas des experts pour tous les systèmes. Donc, on fait de plus en plus la maintenance à distance aussi. Et après, les communications se développent également. Il y a quelques années, on pouvait juste communiquer par radio. Maintenant, si on n'a pas de Wi-Fi, on est un peu perdu. Donc voilà, tous les paquebots ont des Wi-Fi. Et voilà, et juste pour citer, il y a l'intelligence artificielle et tout ça qui se met en place aussi. C'est des évolutions qui arrivent. Et bientôt, on aura des navires autonomes. On commence à avoir un peu les premiers pas. Pour l'instant, c'est plutôt des navires télécommandés, on va dire comme ça, téléopérés. Mais bientôt, on aura des navires complètement autonomes. Donc, on va se poser la question, parce que jusqu'à maintenant, il y a toujours quelqu'un qui peut appuyer sur un bouton rouge pour tout arrêter. Peut-être dans quelques années, ça ne sera plus le cas. Et est-ce qu'il y a déjà eu des attaques dans les maritimes? Il y en a de plus en plus. Et une attaque marquante, ça a été une attaque au groupe Maersk en 2017. Et je pense que vous connaissez tous le groupe Maersk, mais c'est une compagnie qui est dans les transports maritimes avec plus de 900 navires. Ils sont partout dans le monde. J'ai mis 76 ports, mais probablement il y en a plus. Ils sont vraiment partout. Ils transportent l'équivalent à 20% du PIB mondial. Donc c'est une grosse entreprise. Et ils se sont fait attaquer en 2017 par un malware qui s'appelle NotPetya. Et c'est un virus qui crypte tous les systèmes informatiques de l'entreprise, qui les bloque, qui les verrouille.
Et du coup, ils ont tout perdu. Ils savaient un certain temps pour payer, pour pouvoir débloquer les données et qu'ils ne soient pas effacés. Mais et je vais essayer de vous expliquer comment c'est arrivé. Parce que, en fait, ils sont fait ce qu'il fallait. Et on voit que ça peut nous arriver à tous. Et, et ça a été à travers un logiciel de comptabilité. En fait, c'est quelqu'un qui travaille chez Maersk. Aujourd'hui, ils sont partout. Et aussi en Ukraine. En Ukraine. En Ukraine. Donc, il y a quelqu'un à la compta qui avait besoin de déclarer de la comptabilité à l'État ukrainien. Donc pour ça, maintenant, il faut un logiciel. Donc cette personne-là est allée sur les sites web, a téléchargé les logiciels, mais l'Ukraine, à ce moment-là, c'est un peu compliqué pour ce pays. Donc ils se sont fait attaquer. Donc ils sont attaqués à l'État ukrainien, mais à travers ces logiciels-là. Donc la personne de la comptabilité a téléchargé le logiciel en croyant qu'il était propre, que c'était bon. La personne a cliqué sur les fichiers pour l'installer et son ordinateur il a planté. Donc vous pouvez imaginer un peu ce qui s'est passé. Donc j'imagine elle a sorti plein de gros mots. Elle s'est dit bon, mon ordinateur il a encore planté. J'imagine elle a tapé sur l'écran. Ça sert à rien, mais ça calme toujours. Elle s'est dit bon, je vais prendre un café. Elle est partie 5 minutes. C'était un entreprise privée, donc voilà, ça va vite le café, 5 minutes. Elle retourne au poste. Et 7 minutes après, il y avait 55 000 ordinateurs qui étaient bloqués, 4 000 serveurs qui ne fonctionnaient plus. Donc en gros, c'est toute l'entreprise qui ne marche plus. Tous les ordinateurs est verrouillés. Donc plus d'applications pour communiquer avec leurs clients. Ils ne pouvaient plus surveiller leur flotte. Ils ne savaient plus où ils étaient leur navire. Bon, ils savaient qu'ils étaient dans la mer, mais c'est tout. Et du coup, vous connaissez bien maintenant, un porte-conteneur peut transporter 24 000 conteneurs. Donc, quand il n'a pas un logiciel informatique qui vient t'aider, c'est vraiment très compliqué à tout gérer. Donc, il y a eu une baisse de 20% du volume transporté, parce que ça a été fait à la main. Ils ont réussi à gérer l'autre 80% à la main. Voilà. Et ça a duré 14 jours. Ils ont réussi à se récupérer un peu en 2 semaines. Mais pour se récupérer complètement, ils ont mis 4 semaines. Donc c'était assez long. Et ça aurait pu être encore plus long. Ça leur a coûté assez cher, 300 millions de dollars. Même si c'était une grosse entreprise, ça fait mal. Et ce qui était étonnant sur l'information qu'ils partageaient sur les réseaux sociaux, c'est que, bon voilà, les messages sur Twitter, c'est qu'ils disaient pas juste on a perdu nos données informatiques, ils disaient on est en train de travailler pour la sécurité de nos employés, de nos opérations et de nos business. Donc ils disaient d'abord les employés, parce que, comme je disais, ils ne savaient plus où ils étaient leur bateau. Et ça peut être un gros problème. Donc, on voit qu'il peut y avoir un impact sur la sécurité des personnes. Donc c'était très compliqué à gérer. Et il y a aussi d'autres entreprises qui se sont fait attaquer. Bon, il n'y a pas longtemps, il y a eu CMA CGM aussi qui a été impacté aussi par une cyberattaque, un peu de la même façon. Pour vous montrer d'autres types d'attaques aussi, il y a Carnival, c'est une entreprise de croisières qui s'est fait pirater en 2020. Ils se sont fait pirater encore une fois après. Et en fait, là, les attaquants, ils cherchaient plutôt à voler toutes les données des clients de Carnival. Parce que c'est des gens il faut avoir un peu d'argent déjà pour faire des croisières. Donc, ils savent que s'ils arrivent à voler toutes les données des cartes bleues de ces gens-là, ils peuvent en tirer un bon profit. Donc là, ils se sont intéressés plutôt à ces données-là. Et cette attaque,
En fait, la cause de cette attaque, c'est que, bon, on n'a pas toutes les informations, mais on croit que ça a été juste parce qu'ils ne sont pas fait les mises à jour du système. Donc, c'est ce qu'on fait tous. Quand il y a Windows qui nous dit il faut faire les mises à jour, et on clique plus tard, plus tard, plus tard, ils sont fait pareil. Et voilà, ils sont fait pirater comme ça. Et comment on traite tout ça à l'ONSM? Donc, bon, déjà, qu'est-ce que c'est l'ONSM? Donc, l'ONSM, c'est l'École nationale supérieure maritime. C'est l'école de la marine marchande en France. On a 4 sites. Donc, on est ici au Havre. On est aussi à Marseille, à Nantes, Saint-Malo. Et on est une école d'ingénieurs. Donc, on a 2 missions. On a l'enseignement et la recherche. Et pour l'enseignement, évidemment, on forme les navigants, donc au pont et machines, aussi polyvalents, les gens qui font les deux. Mais aussi, on a des formations dans les paramaritimes. Donc, c'est des gens qui vont travailler dans les domaines maritimes, mais qui ne vont jamais naviguer. Donc, on a une formation sur l'éco-gestion du navire et une autre sur le déploiement et maintenance des systèmes offshore. Aussi, dans la recherche, on a plusieurs axes, notamment la sécurité, les droits et réglementations, l'énergie, la data, et voilà, la stabilité des navires. On a une multitude des domaines. Et pour la formation, qu'est-ce qu'on fait en cybersécurité? Donc, on fait la sensibilisation déjà de nos élèves. Donc, moi, je suis basé à Nantes. Moi, j'ai fait ça à Nantes. Donc, on prend quelques heures pour expliquer aux élèves qu'est-ce que c'est la cybersécurité et pour leur apprendre des bonnes pratiques et un peu à être prêt à ces situations. Aussi, on réalise des formations continues. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'OMI oblige un peu à prendre en compte les risques cyber. Donc, il y a des compagnies maritimes qui s'y intéressent et ils nous demandent aussi de faire des formations. Donc là, c'est cet été à Noirmoutier. Je suis allé me balader là-bas pour faire une formation. Et là, je suis à bord d'un navire de la compagnie UE Continent où j'ai formé les navigants et après les gens à terre. Aussi, on a un master spécialisé où on a formé un partenariat entre l'IMT Atlantique, l'école navale et l'Insta-Bretagne et nous, où c'est une formation qui dure une année et c'est des formations très très techniques pour former des experts. Et pour la recherche, moi je suis arrivé à l'ENSM avec un projet qui s'appelle C4M. C'est un projet qui traitait la cybersécurité des drones de surface. Donc c'est des navires téléopérés, des petits navires téléopérés, avec quelques fonctions autonomes. Et évidemment, il s'intéressait à la cybersécurité. Donc pareil, on a identifié une bonne quantité de risques et après on est allé trouver des solutions. Et maintenant, j'encadre 2 doctorants. Donc, ils font un peu la même chose, mais avec 2 approches différentes. Donc, les premiers, ils s'intéressent plus à la propagation des cyberattaques. Parce que, comme on a vu, il y a quelqu'un qui installe un logiciel sur un ordinateur et l'attaque va se propager en réseau. Donc, ils s'intéressent à comment les cyberattaques peuvent se propager à bord des navires. Et l'autre, il s'intéresse plus à chaque système en particulier. Donc, pareil, il crée des boîtes avec plein de caractéristiques de chaque système pour identifier aussi des risques de vulnérabilité et donner des solutions pertinentes. Aussi, cet été, j'ai eu le plaisir d'encadrer un stagiaire et, avec les SOM et avec l'école navale qui traitait la nouvelle norme des cartes maritimes. Parce que les cartes maritimes, elles s'évoluent aussi. Il y a 40 ans, c'était un papier. Après, on a eu des espèces de GPS comme on a dans la voiture, un peu pareil. On a la même chose à bord des navires, avec les SECDIF. Et maintenant, ces cartes maritimes, elles vont devenir un peu plus intelligentes, ça va devenir un peu comme Waze, pour ceux qui connaissent, avec les téléphones. On aura des informations un peu en temps réel.
Donc s'il y a un risque, on aura les informations en temps réel sur les cartes. Et donc, au plan de communication, il faut protéger ces cartes. Et cet stagiaire-là, il a identifié aussi des risques, il a identifié des vulnérabilités qui ont été communiquées et qui vont être corrigées, parce que c'est une norme qui est en construction. Donc elles vont être prises en compte avant que ça soit commercialisé. Et aussi, on participe à un projet européen qui s'appelle ISOLA. C'est un projet qui essaye de créer des paquebots complètement connectés, avec des capteurs dans toutes les salles, dans tous les couloirs, pour tout surveiller. Donc s'il y a une bagarre à bord des navires, il y aura une caméra avec une intelligence artificielle qui va détecter qu'il y a des gens en train de se battre. Il y aura une alerte qui va être déclenchée automatiquement. Il y aura des réponses qui vont être déclenchées aussi de façon automatique. Pareil, s'il y a une personne qui tombe à l'eau, pareil, ça sera détecté automatiquement. Il y aura des drones qui iront automatiquement à la recherche de cette personne. Et il y a aussi, donc déjà, il faut protéger tous ces systèmes-là. Et pareil, il faudra identifier toutes les cyberattaques qu'il peut y avoir dans ces réseaux. Parce que quand on est dans un paquebot, il y a du Wi-Fi. Parce que, comme je disais, maintenant, les gens qui vont voyager, s'ils ne peuvent pas regarder un film sur Netflix, ils ne bougeront pas, ils n'achèteront jamais un billet. Donc il y a des réseaux très complexes qu'il faudra protéger. Et aussi, on a une autre multitude de projets. Donc, pareil, cet été, on a fait une analyse des risques de tous les secteurs maritimes. Et on a réalisé ça dans les cadres. Il y a l'EGMR qui a créé tu me corriges si je me trompe. Mais l'EGMR a créé une structure qui s'appelle le C2M2 pour trouver une réponse à niveau français pour la cybersécurité. Et donc il y a différents groupes de travail. Il y a par exemple un groupe de travail pour la cybersécurité des ports. Il y a Jérôme Besancenot qui est le pilote de ces groupes. Et il y a un autre groupe de travail qui fait une analyse des risques pour identifier les risques qu'il peut y avoir et donner des réponses en accord. Donc on est allé voir un peu tous les acteurs dans les maritimes. Donc évidemment on est allé à Europaport, on est allé au port de Marseille, on est allé à Nantes-Saint-Nazaire, on a vu la compagnie maritime nantaise, on a travaillé aussi avec l'ANSSI qui nous accompagnait tout ce temps. Et on a construit un rapport qui sera communiqué bientôt. Et aussi, on réalise des expertises aussi. Donc, à chaque fois qu'il y a une entreprise qui a des doutes, ils nous contactent et on essaie de donner des solutions. Aussi, on participe un peu à l'international, notamment à travers les projets européens comme ISOLA, mais aussi en donnant conseil, faisant partie des advisory boards. Et aussi, on essaie de construire des partenariats à l'étranger. Par exemple, moi, j'ai donné des cours à Malmö, en Suède, à partir de cette année. Et on est en train de créer des plateformes aussi pour nos élèves et aussi pour la recherche. Donc là où vous voyez une petite maquette qui nous permet de tester déjà des petites attaques, de récupérer les données, pour que déjà il y a une partie sensibilisation. Déjà, on peut montrer ce qui peut y arriver sur ces réseaux des capteurs, des navires. Donc par exemple, je montre comment prendre le contrôle d'une girouette, comment injecter des fausses données. Mais aussi des formations beaucoup plus techniques aussi, comment se protéger contre ces attaques. Et on a aussi une plateforme qui est beaucoup plus grande, qui s'appelle le simulateur marins, qui est ici au Havre, et qui ressemble à ça. Donc c'est un simulateur de navigation qui a été financé par la région Normandie à travers les projets Le Havre Smart Port City. C'est un simulateur de navigation avec 2 ponts et une salle de contrôle, comme vous voyez dans l'image. Et c'est un simulateur qui est dédié à la recherche.
On fait un peu d'enseignement, mais c'est surtout dédié à la recherche. Et comme ça nous permet aussi de faire des petites modifs et, sur un fonctionnement normal d'un simulateur. Donc c'est assez réaliste aussi en termes de systèmes. Donc il y a des systèmes qui sont réels. Par exemple, l'ECDIS, les cartes maritimes, c'est exactement la même chose qu'on trouve à bord. C'est juste les données qu'il reçoit, elles sont simulées, mais l'appareil, il est, il est exactement le même. Donc on a des réseaux de communication un peu qui ressemblent à un navire. Et donc, comme j'ai dit, il y a l'ECDIS qui est réel. Après, l'environnement, évidemment, il est simulé. Et après, toutes les physiques des navires, ces simulateurs, ils se comportent exactement comme un navire. Parce qu'ils respectent la réglementation qui s'appelle STCW. Donc, c'est tous les marins qui sont formés dans un simulateur et doivent utiliser un simulateur qui ressemble énormément à un navire. Et tout ça, c'est surveillé. Donc voilà, ces navires respectent cette norme. Donc déjà, un intérêt de ces simulateurs, c'est qu'on arrive à extraire toutes les données en temps réel. Donc là, je me suis connecté avec un ECDIS aussi open source. Donc on peut tester différents types d'ECDIS. Je récupère toutes ces données-là qui peuvent être stockées pour être analysées après. On peut les traiter avec des algorithmes en temps réel pour donner des alertes. Et, et après, aussi, tout ça, c'est stocké dans des fichiers pour faire des replays. Donc, quand il y a quelqu'un qui passe sur le simulateur, il est enregistré avec des caméras et on peut savoir comment il a réagi à des scénarios de risque. Donc, qu'est-ce qu'on a comme scénario cyber dans ces simulateurs? Donc, déjà, on sait que le GPS il est vulnérable à différentes attaques. Donc, il y a les GPS qu'on peut les faire dévier très doucement. Donc, quand on est au milieu de la mer et les GPS se décalent de petit à petit comme ça, c'est très difficile de s'apercevoir. Donc, on peut simuler ça et voir comment les, les personnes qui sont à la barre réagissent. On peut injecter des fausses positions GPS. On peut simuler aussi des pannes électriques. Donc, un ordinateur qui s'éteint, des écrans bleus aussi, comme on a vu, quelqu'un qui clique sur un fichier et qui crypte tout. Ça, on peut le simuler également. On peut prendre les contrôles de n'importe quel système du navire. On peut jouer aussi sur les données de tous les capteurs, donc les gyrocompas. On peut les faire dériver aussi. Et on peut prendre les contrôles du pilote automatique, parce que quand on est en mer, une grosse partie du trajet se fait en pilote automatique. Il y a toujours quelqu'un qui surveille que tout se passe bien, mais voilà, si ce système il est piraté, ça peut être compliqué. Donc juste pour illustrer ce que je viens de vous dire, là c'est un porte-conteneur qui est en train d'entrer au Havre. À gauche, on voit un fonctionnement normal avec les cartes maritimes à gauche. On voit la position de notre navire correctement et d'un coup, il y a les systèmes qui plantent et on perd la cartographie. Donc la personne qui est à la barre doit savoir réagir. Aussi, il y a l'AIS, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un système qui permet de connaître la position de tous les navires en temps réel. Donc là, peut-être certains d'entre vous connaissent Marine Traffic, c'est l'image que j'ai prise là. Donc on peut voir où se trouvent tous les navires à tout moment. Et c'est un système obligatoire, donc on peut savoir où un porte-conteneur est à tout moment. Et on sait que ce système il est vulnérable aussi à différentes attaques. Donc on peut modifier ces données, on peut injecter des fausses données, on peut effacer des navires. Donc ça peut être dangereux aussi. Et ça a été démontré depuis quelques années par des chercheurs. Et maintenant, on voit ça de plus en plus souvent aussi dans la vraie vie.
Donc, vous pouvez imaginer, là, dans un étroit, comme dans la photo, si la moitié des navires, c'est des faux, l'autre moitié, c'est des vrais, ça peut devenir compliqué. Donc c'est des scénarios qu'on simule également dans ces simulateurs. Et aussi, on pourra tester des équipements réels. Comme je dis, les réseaux des simulateurs fonctionnent comme un vrai navire. Donc on peut venir tester un nouveau ECDIS, par exemple. Et aussi, on a une doctorante qui s'intéresse énormément à la fatigue des marins. Parce que quand on est dans la mer, dans un navire qui bouge, on fait des quarts de nuit, etc. Et après, on a des scénarios, des risques comme ça. Ça devient vraiment très compliqué. Donc, c'est une doctorante qui fait passer plusieurs personnes par le simulateur. Quand ils ne sont pas fatigués, après, elle oblige à que cette personne fasse une nuit blanche. Elle les surveille. Et elle les interdit de boire du café aussi, parce qu'il faut pas qu'ils soient énervés non plus. Donc, ils font une nuit blanche. Et le lendemain, ils repassent un scénario qui est équivalent. Et ils vont se retrouver face à une cyberattaque, pareil. Il y a les GPS qui ne fonctionnent plus, ou il y a un navire qui apparaît sur la cartographie avec l'AIS, mais qui n'est pas vraiment là, et il n'est pas là. Et il faut regarder les radars pour voir qu'il n'y a pas un éco-radar. Et quand on est fatigué, on n'a pas les réflexes. Donc elle évalue ça. Et pour ça, elle les équipe aussi avec plein de systèmes qui sont connectés aussi au simulateur pour que les données soient bien synchronisées. Donc, elle met des électrocardiogrammes, donc elle met des ventouses un peu partout. Donc, comme ça, elle voit si elles commencent à être un peu excitées, s'ils sont nerveux, s'ils ont peur, s'il y a les cœurs qui commencent à battre plus fort. Donc, tout ça, c'est enregistré aussi. Et elle utilise aussi des lunettes d'eye tracking. Donc, c'est des lunettes que tu poses sur ta tête. Il y a des caméras. Et ça permet de savoir où est-ce que la personne est en train de regarder à tout moment. Donc, on peut savoir s'il regarde l'église, le radar, à quelle partie de l'écran, etc. Et aussi, il y a des casques qu'elle met sur la tête pour analyser aussi les signaux de cerveau. Aussi pour savoir si la personne qui est là arrive à tout prendre en compte comme il faut, à quel moment elle s'aperçoit qu'il y a un problème aussi. Parce que l'attaque, elle commence, peut-être ça va mettre quelques minutes à être détecté. Donc voilà, je pense que ça c'est un peu tout ce qu'on fait à l'école. Probablement j'ai oublié des choses, mais, mais voilà, et on est toujours à la recherche de nouveaux projets, de nouvelles problématiques aussi pour aller chercher des solutions. Donc je laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Alors, je vais beaucoup parler dans le prolongement du travail là, exposé par Pedro et essayer un peu par symétrie d'aborder le problème de la cybersécurité, cette fois non pas sur le navire lui-même et quand il navigue, mais le navire quand il est à l'approche du port ou quand il est dans des opérations portuaires, donc à quai notamment. Alors, pour resituer un petit peu le sujet de la cybersécurité dans l'environnement portuaire, il faut intégrer que les ports qui, il y a quelques années, étaient assez peu informatisés. Donc on a une culture finalement qui était plutôt industrielle et assez peu technologique dans le numérique. Se sont très très rapidement équipés et donc il y a eu une accélération sur les dernières années. Aujourd'hui, c'est vraiment une révolution numérique pour les ports industriels qui sont passés de quasiment zéro numérique avec l'avènement du container notamment et de la nécessité en fait de gérer par des systèmes la position des conteneurs ou le contenu des conteneurs qui peut être très impressionnant au niveau de détail. Donc on va dire sur les 30 dernières années, il y a eu un développement incroyable. Et ce développement s'est beaucoup concentré sur la facilitation, c'est-à-dire comment on pouvait accélérer le passage des marchandises, des navires,
comment on pouvait créer des interconnexions avant Internet entre les acteurs pour que, évidemment, les systèmes communiquent directement et qu'on ne soit pas obligé de ressaisir toutes ces informations. Du coup, c'est vrai qu'on a souvent le sentiment que les ports sont restés un peu à l'écart du sujet et se sentaient assez peu concernés au début des années 2000 par la problématique cyber, contrairement à d'autres secteurs hein, comme transport peut-être ferroviaire ou le transport aérien. Donc on avait l'impression qu'on vivait un peu à part dans un monde où il ne nous arriverait jamais rien en fait. Les centres d'intérêt se sont déportés, les ports se sont beaucoup numérisés et il faut intégrer que les ports, en fait par voie maritime, on transporte 80% des marchandises, voire plus, voire peut-être 90% des marchandises échangées dans le monde. Et donc évidemment, le fait que les ports se numérisent, ça attire de plus en plus les cyberattaquants puisque il y a de bonnes chances de voir pas mal d'informations, notamment sur les marchandises, qui vont à un moment ou à un autre passer soit par un transporteur maritime, soit par un port. D'autre part, les ports aujourd'hui sont devenus des activités très complexes et donc on développe, on crée des modèles numériques qui s'appellent des fois, des jumeaux numériques, digital twin, c'est-à-dire qu'on représente le port, il a un jumeau virtuel dans lequel on modélise un petit peu tout ce qui se passe. Et notamment dans la logistique aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin de 100% des flux numérisés. Donc on arrive quand même à des niveaux très très aboutis, très poussés d'une représentation, ce qui permet au port d'être agile, de se réadapter en cas de changement de telle ou telle activité, ou d'avoir des modèles assez sophistiqués pour se projeter demain. Donc qu'est-ce que sera son avenir en fonction évidemment des secteurs d'activité et du développement des ports. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui du smart port et du port connecté. Alors vous voyez de ces générations, et on va dire en 50 ans, les ports sont passés de logique d'infrastructure où ils créaient du béton et ils accueillaient des navires et ils mettaient je simplifie, des cordes pour les accrocher au quai, à un système assez complexe d'analyse sur l'arrivée du navire avant, le suivi pendant et évidemment ce qui s'est passé après. Alors comme l'avait dit Pedro, vous voyez, nous on est dans une zone où le secteur est assez dense, notamment parce qu'on a une proximité avec des grands ports du Nord. Il y a un phénomène de concurrence et en même temps de complémentarité, parce que les navires qui vont à Anvers, Rotterdam ou Hambourg, souvent s'arrêtent aussi au Havre. Et souvent, on est quand même sur des escales très courtes, c'est-à-dire des temps de navigation qui sont quand même assez serrés, surtout quand c'est au départ d'un port du Nord. Et donc, au Havre notamment, on avait une problématique sur l'anticipation des opérations d'escale, à une époque où on ne pouvait pas traquer les navires, mais c'était déjà une problématique pour organiser les escales. Et donc, le port a investi beaucoup dans le numérique à l'époque pour préparer ces escales, recevoir tout un ensemble d'informations qui permet, a priori, de vérifier que l'escale est bien préparée, que tous les acteurs sont prêts, mais vérifier aussi le contrôle sur les marchandises en termes de sécurité et de sûreté. Et on sait aujourd'hui avec le transport du container, il n'est pas question d'ouvrir tous les containers, sinon évidemment le port serait complètement bloqué quotidiennement. Donc il y a beaucoup de services de l'État, les polices, les services de douane, qui travaillent avec toutes ces données justement pour faire des contrôles ciblés. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir toutes les marchandises, eux ils travaillent en amont avec toutes ces informations, ce qui permet de cibler et donc de ne contrôler a priori que ce qui doit nécessiter soit un contrôle documentaire, soit un contrôle documentaire et physique sur la marchandise. Donc en fait l'escale se prépare très en amont et là c'est vraiment le système numérique qui va permettre de préparer toutes ces étapes. Voilà, donc ça c'est une illustration de ce qu'on peut représenter aujourd'hui avec toutes les informations qui sont saisies soit dans des systèmes logistiques et qui viennent alimenter le système portuaire, soit par des objets, des capteurs électroniques de plus en plus déployés, comme l'AIS ou l'Internet of Things, qui sont des objets que nous connectons, qui permettent d'avoir la profondeur d'eau, la hauteur de houle, la direction du vent. Et donc en fait on s'aperçoit qu'avec toutes ces informations, finalement on arrive à représenter ce qui se passe en vrai, on s'y approche de plus en plus et tout ça est modélisé. Alors,
la problématique de la cybersécurité dans un contexte portuaire, alors je n'ai pas abordé tout ce qu'on fait en matière de numérique, hein, parce qu'il n'y a pas que tourner autour de l'ESCA, il y a comme une entreprise classique, après toute l'informatique interne, les télécommunications bien sûr. Alors dans ce contexte, quel est l'enjeu de la cybersécurité? Bien sûr, c'est d'arriver à réaliser aujourd'hui que la cybersécurité est un enjeu majeur. Alors maintenant, c'est évident, parce que comme l'a dit Pedro, avec tout ce qui s'est passé, maintenant que c'est arrivé, on voit un peu l'impact et les effets. Mais il y a quelques années, c'était encore différent. Il fallait encore arriver à convaincre en disant « Attention, on n'est plus dans la logique est-ce que ça va nous arriver ?» Ça va nous arriver, et donc maintenant, c'est savoir quand. Et donc, on n'est plus dans l'esprit de se dire on va passer au travers, on sait que ça nous arrivera, et il faut se préparer. Donc, c'est un changement de paradigme pour se dire, voilà, il faut être prêt à faire face et non pas se dire on fait tout pour éviter. On fait aussi tout pour éviter, mais on sait que vraisemblablement, ça ne suffira pas, et donc il faut d'autres dispositifs. Alors, il y a une petite complexité dans le milieu portuaire, bien sûr, des nombreux intervenants, souvent tous interdépendants, puisque vous avez remarqué dans la chaîne logistique, souvent on prend l'exemple qu'un conteneur il y aurait à peu près une trentaine d'intervenants entre l'expéditeur et le destinataire, donc ça vous montre l'enjeu. Donc s'il y en a un qui potentiellement n'est pas fiable sur le plan cyber, il expose tous les autres. Donc c'est ça. Le maillon faible, finalement, c'est celui sur lequel, je dirais, va se préciser forcément la menace. On est dans un cadre un peu spécial, parce qu'on a des très grosses entreprises qui ont une logique cyber, et que Synerzip connaît très très bien, avec une vraie stratégie en cybersécurité, une vraie stratégie en sûreté. Et puis en même temps, on a tout un microcosme de très petites entreprises qui n'ont pas la culture, qui sont vraiment dans la culture opérationnelle, et qui ne sont pas forcément complètement au fait en matière de sensibilisation, en matière de bonnes pratiques sur les risques cyber. Et donc, évidemment, ça pose question. Les systèmes sont tous interconnectés, parce qu'il est totalement impossible de ressaisir. Quand on voit un navire avec 24 000 boîtes containers à bord, il n'est pas possible, évidemment, de ressaisir toutes les informations à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'il faut que les systèmes communiquent. Et donc, les systèmes sont ouverts. Et donc, on est, contrairement à peut-être un milieu militaire où les systèmes sont fermés, dans le milieu de la logistique, dans le milieu du transport, dans le milieu portuaire, les systèmes communiquent entre eux. Ensuite, on a des professionnels qui sont souvent dans le run. Quand vous voyez les gens dans la communauté portuaire, vous verrez que des gens qui courent et qui sont pressés. Et là, c'est vrai que sur la cybersécurité, il faut arriver à se poser et à se projeter, évidemment, sur quelque chose qui n'est pas réjouissant. Donc, on a du mal un petit peu à motiver les troupes pour se dire, bon, prenons le temps de réfléchir à ça. Surtout qu'en plus, la menace est quand même polymorphe, donc on ne sait pas trop à quoi on s'attend. Donc on a du mal à concrétiser. Ensuite, dans le milieu portuaire, souvent, on a une vision en silo, c'est-à-dire chaque acteur voit surtout son activité. Et là, pour on va dire l'approche cyber, c'est bien une vision globale qu'il faut, et non pas une vision en silo. Sinon, effectivement, tous mis bout à bout, on peut être relativement sécurisé, mais finalement, c'est peut-être le système dans son ensemble qui, lui, sera peut-être un peu plus exposé, voire vulnérable. Puis voilà, globalement, une faible appétence pour les sujets de cybersécurité. Je pense qu'ils ne sont pas que portuaires. Souvent, on estime que c'est une problématique technique, parce que c'est vrai, on a l'impression que c'est l'affaire d'informaticiens. Nous, il y a quelques années, au port, on a beaucoup changé depuis, on estimait qu'effectivement, il fallait que tout marche, et que s'il y avait des problèmes cyber, c'était l'affaire de l'informaticien principalement, et des outils techniques qu'il devait déployer. Or, en fait, c'est tout le contraire, c'est bien, il faut que tous on s'intéresse à ces sujets-là, que ça soit effectivement vu comme un peu technique, mais c'est aussi surtout un sujet organisationnel, c'est-à-dire de se préparer à se coordonner et à créer un système qui va permettre de réagir. Alors, je ne vais pas rentrer tout dans le détail, parce que là, je pense qu'on pourra y passer des heures, mais pour faire assez simple, dans le secteur portuaire, il y a une amplification des vulnérabilités.
Alors, c'est pas un secret, hein, c'est dans un bouquin qui a été écrit. Je vous dirais, a priori, pas de secret aujourd'hui. Enfin, si j'ai bien préparé, normalement, il n'y en aura pas. Mais voilà, il y a quand même des choses qui sont identifiées et qui amènent pas mal de réflexions. Pedro les a un petit peu balayées. Les navires eux-mêmes deviennent des objets connectés qui reposent finalement sur des systèmes de navigation automatique, même si à l'approche du port, normalement, il y a quand même beaucoup d'acteurs, remorqueurs, pilotage, il y a des radars. Les radars sont redondés aussi pour envisager le pire, mais pas dans tous les ports. Hein. Il y a des ports qui n'ont pas de radar. Alors, je ne dis pas qu'on sauve la situation si on a un radar, ça ne va peut-être pas marcher à tous les coups, mais en tout cas, effectivement, il y a voilà, des systèmes de sécurité qui sont mis de plus en plus pour éviter, évidemment, qu'un navire se transforme. Alors demain, un navire, on parle d'un navire autonome en plus, ou en tout cas de navires, je sais pas, radio-guidés ou pilotés du sol. Donc il y a de nouvelles contraintes qui reposent évidemment sur des systèmes qu'on ne connaissait pas il y a quelques temps. Alors ce n'est pas complètement déployé, mais ça amène aussi des réflexions nouvelles par rapport aux risques cyber pour les ports. Les outils de e-navigation, l'AIS en fait partie, un système qui n'est pas protégé, les messages, parce qu'au départ il n'était pas fait pour être protégé, il était fait pour être ouvert, c'était un peu un open source. Ouais. Voilà. Et donc évidemment il est assez facile de faire du spoofing, c'est-à-dire de changer la nature du message et de tromper celui qui va l'avoir sur l'écran. Je vais balayer rapidement, mais les équipements portuaires sont numérisés de plus en plus. Les infrastructures aussi, on a des capteurs un petit peu partout qui servent à la maintenance, qui servent aux opérations portuaires. Les services d'aide à la navigation, tout ça, on a des systèmes qui aident à gérer la surveillance, le contrôle du trafic, toutes les communications évidemment. Et puis bien sûr, le plus important, je pense aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, où toutes les interconnexions, c'est-à-dire que ça on l'a vu avec l'effet Covid, c'est-à-dire que le système logistique, tout est en flux tendu. Donc s'il y a le moindre grain de sable, tout s'arrête. Et donc là, pour le coup, les systèmes sont interconnectés justement pour faciliter ces échanges d'informations en temps réel. Donc on voit bien que ces interconnexions aujourd'hui sont au cœur du sujet. Et je sais qu'on travaille notamment avec Pedro sur ces sujets-là, mais aussi avec le port de Marseille, où on essaye de travailler de manière commune à regarder comment on peut sécuriser davantage ces interconnexions logistiques dans les ports. Alors, on l'a dit, recrudescence d'attaques depuis quelques temps. Je ne sais plus ce que ça représente aujourd'hui. Alors, j'ai plus les chiffres des assureurs, mais je crois qu'une perte en 2019 était estimée par entreprise autour de 9 000 dollars peut-être, ou euros, là je ne sais plus trop. Et maintenant, je crois que ça a été multiplié par 6, ça va être plutôt de l'ordre de 50 000 euros ou dollars. C'est juste la proportion qui est intéressante en une année. Et surtout, alors sur les actes déclarés, parce que tout le monde ne se vante pas quand on a été piraté, donc on ne sait pas exactement qui a été victime d'une cyberattaque. Mais je crois qu'aujourd'hui, estimé au niveau mondial, en perte, c'est plus de 1 milliard de dollars. Mais c'est certainement sous-estimé au regard des pertes réelles. Mais enfin, ça devient un vrai problème également pour les assurances. Et donc, comme le disais en introduction, c'est maintenant le risque le premier. On peut aussi s'inquiéter sur la fracture numérique. On sait qu'entre les ports du Nord très numérisés, les ports du Sud qui se numérisent pour se mettre au niveau des ports du Nord. Et donc, on s'aperçoit qu'on ne travaille pas tous au même niveau. Déjà, dans les ports du Nord, je pense qu'il y a peu de ressources et de compétences en cybersécurité. Et donc, cette fracture s'est amplifiée, où les ports du Sud s'équipent avec des moyens numériques, mais n'ont, pour le coup, aucune compétence et parfois aucune stratégie. Et ça, c'est un sujet qui est soulevé par l'Association internationale des ports, justement pour voir comment faire pour mettre tous les ports au même niveau. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quand il y a un phénomène de cyberattaque, ce n'est pas on va dire un effet local. Souvent, il y a une diffusion, soit régionale, soit mondiale. L'exemple que tu as pris, on voit bien, c'était 70 terminaux dans le monde. Donc là, c'était une ampleur en quelques heures, immédiatement mondiale. Mais souvent, effectivement, même quand un port est touché, finalement, c'est parfois d'autres acteurs autour et pas seulement juste l'activité
du port. Donc ça amène de nouvelles réflexions aussi sur le fait qu'il ne faut pas travailler seul et qu'il ne faut pas se dire ouais, je m'en fiche un peu de ce qui peut arriver à côté, parce que finalement, ça peut, par rebond, revenir quand même et perturber l'activité. Alors ça, c'est, je ne vais pas redire ce qu'a dit Pedro mieux que moi, mais ce qui est intéressant, c'est la courbe que vous voyez en ce moment, parce que là, elle est tirée du MCERT, donc du CERT maritime, qui essaye de recenser toutes les attaques cyber dans le milieu maritime et portuaire en ce moment. Donc ils font un super boulot. Et là, on voit la progression depuis 2010. Bon, alors toujours, on ne sait pas dire si tous les incidents sont vraiment répertoriés. Mais vous voyez, bon, 2021 n'est pas terminé et on est déjà pas loin des 20 incidents cyber voilà, dans le milieu. Alors, au niveau des impacts, ça a été un petit peu évoqué. D'ailleurs, c'est beaucoup. Alors, j'ai mis des guides sur la cybersécurité à la fin de la présentation, mais notamment si vous voulez plus de détails, vous pourrez les trouver sur Internet. Aujourd'hui, les impacts cyber, c'est bien sûr des impacts potentiels physiques, avec des scénarios des fois qui sont dignes de films d'action, mais on l'a vu avec ce qui s'était passé sur les centrales iranienne, finalement, la réalité dépasse un peu la fiction, où on imagine un navire qui peut se retrouver échoué, on imagine des ponts, des écluses qui seraient télécommandés à distance à notre insu. Donc il y a plein de scénarios qui sont de plus en plus étudiés, envisagés pour vérifier évidemment que ces systèmes sont suffisamment protégés par des protections numériques, mais aussi par des comportements et aussi par peut-être un deuxième champ de surveillance, hein, comme disait Pedro, d'être vigilant sur certaines manœuvres parce qu'elles peuvent être très sensibles. Ce qui est aussi important, c'est que les impacts ne sont pas que physiques. Parfois, ça peut être aussi matériel. C'est-à-dire, si vous avez, je dis n'importe quoi, des droits de port, des dédouanements, des opérations, tout ça est numérisé. Évidemment, si vous impactez ces opérations, vous pouvez récupérer, détruire des factures, modifier des données, des informations de marchandises qui sont dangereuses ne sont plus dangereuses. Certains avaient fait des études assez... alors je crois que ça ne s'est jamais produit, mais ils avaient imaginé des scénarios sur les messages EDI. Alors l'EDI, c'est ce qui permet d'échanger par interface directe business to business. Et donc d'imaginer, de mélanger des marchandises, par exemple. C'est-à-dire vous changez, vous stockez du café à côté de poissons ou de crevettes. Et ça, généralement, c'est déjà pas bon. Alors les dégâts sont limités, mais vous pouvez gâter une marchandise en faisant ça. Ou si vous modifiez numériquement, entre guillemets, le poids d'un conteneur qui est lourd, vous le mettez léger, et un conteneur léger, vous changez son poids, vous le mettez lourd. Ça fait que quand ils font les plans de chargement des navires, généralement, ils doivent respecter que les plus lourds sont en bas, évidemment, pour des histoires d'équilibre. Et donc, on peut arriver à modifier potentiellement l'assiette du navire. Donc, ça fait partie des scénarios sur lesquels il y a des projections. Bon, je ne donne pas des idées pour autant, mais voilà. Bon, et je ne dis pas que ça concerne le port du Havre. Là, pour le coup, je parle de manière générale. Alors, ça concerne aussi forcément... On se sent, bien sûr, tout petit sur ces sujets-là. On préfère être relativement modeste. On essaye d'en parler. Ça, c'est un peu nouveau. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on avait tendance, sur ces sujets, de garder l'information. Et finalement, il peut nous arriver des choses et ne pas finalement les partager. Et donc ne pas capitaliser finalement sur des mauvaises expériences. Donc aujourd'hui, on essaye justement même si c'est des sujets sur lesquels on se sent vraiment pas forcément pas toujours simple d'aborder et d'en parler, on essaye justement de rentrer dans cette démarche-là parce que là, l'union fait la force, clairement, et c'est en travaillant ensemble qu'on protégera et on fera un port résilient. Alors, néanmoins, comme des fois le bon sens n'est pas partagé par tout le monde, il a fallu évidemment qu'il y ait un peu de règlement. Alors en France, la France n'est pas vraiment, elle est vraiment pas derrière là, sur ce sujet-là. Ils ont pris le sujet très sérieusement, notamment avec les ports. Donc
avec l'ANSSI, par exemple, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, hein, qui accompagne tout un ensemble d'acteurs, mais aussi la DGSI, hein, qui protège alors on les voit souvent comme dédiés au terrorisme, mais en fait, c'est pas que, c'est aussi l'intelligence économique, et donc qui nous aide en fait à rentrer dans ces démarches, et notamment, ils ont beaucoup accompagné les ports, et nous, au lancement. Alors, il y a une loi, hein, c'est la loi de programmation militaire, notamment, qui inclut tout un ensemble de secteurs, le transport, le nucléaire, le secteur portuaire, sont concernés par des dispositifs sur des systèmes quand ils sont critiques. C'est-à-dire critiques pour l'activité et l'économie de l'État ou la sécurité de l'État. Au niveau européen, c'est un peu plus récent. Bien sûr, vous avez peut-être tous entendu parler du RGPD, hein, le règlement sur la protection des données personnelles, qui ne concerne pas que le secteur portuaire, mais qui rentre en ligne de compte aujourd'hui beaucoup, puisque sur les informations maritimes, il y a beaucoup d'informations nominatives. Hein. Si je prends simplement les listes passagers, les listes d'équipage, sur des très gros navires, c'est plusieurs milliers de personnes. Donc forcément, il y a beaucoup de questions sur ce plan. Ensuite, il y avait les directives NIS, Network Information Security, je crois. Alors la première a été mise en place en 2018, et là, il y a une nouvelle, il y a un amendement, la NIS 2, qui est censé reprendre certaines choses qui nécessitaient d'être un petit peu améliorées. Alors, on parle d'opérateurs essentiels, OSE, c'est-à-dire d'opérateurs, entre guillemets, critiques, qui doivent être identifiés au travers de cette loi européenne. Donc là, il y a une harmonisation, et ça aide notamment le secteur bancaire, le secteur nucléaire, mais aussi le transport maritime ou par voie d'eau sont concernés par cette directive. Donc elle est très importante. Enfin, au niveau international, là, pour le coup, c'est peut-être un peu moins précis, un peu moins avancé. Il y a plusieurs règlements. L'ISN dont Pedro a parlé, le navire lui-même, et en faire une bulle et inclure la cybersécurité à bord, bien sûr, notamment parce qu'il y a des audits pour les armateurs d'être conformes à l'ISN. Et aujourd'hui, la cybersécurité, depuis janvier, rentre en ligne de compte. Et aussi pour le port, c'est le code de la sûreté portuaire, l'ISPS, qui a été mis en place en 2004 après les attentats du 11 septembre pour assurer la sûreté des terminaux et des installations portuaires. Alors, sauf que ces codes sont un peu anciens, maintenant ils ont 20 ans, et qu'ils n'étaient pas clairement fléchés vers de la cybersécurité. Donc ils parlent de sécurité informatique. Et ce qui amène des questions, parce que finalement c'est quelques lignes dans des textes qui sont plutôt globaux sur de la sûreté, et des fois on peut avoir l'impression que finalement l'aspect cyber, en lisant ces textes rapidement, passe un petit peu derrière, en arrière-plan. Et on se rend compte aujourd'hui que le risque cyber est certainement le premier risque. Déjà parce que les cyberattaquants sont souvent un peu impunis, quelque part, ils exercent rarement sur le territoire, donc ils agissent à distance, et donc évidemment il y a une criminalité qui est plutôt en exponentielle. Le port de Los Angeles indiquait qu'ils avaient 40 millions d'intrusions, de tentatives d'intrusion par mois. Voilà, pour vous donner une idée. Je vais essayer d'accélérer pour peut-être pas vous rentrer complètement dans le détail. Alors bien sûr, une démarche. Donc nous, côté Port du Havre, on a eu cette démarche-là un peu en avance de phase. On était assez précurseurs à l'époque parce qu'on travaillait sur l'ISO 28000, donc la sûreté de la chaîne d'approvisionnement. Et on a été le deuxième port au monde après Houston à être certifié, c'est-à-dire tiers de confiance pour la chaîne d'approvisionnement. Et en abordant cette qualification, en fait, on s'est rendu compte qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et on s'est retrouvé sur des sujets cyber. Et pour nous, c'était complètement neuf, parce qu'avant, je dirais, on traitait la cybersécurité de manière très technique, avec une vision d'informaticien, voilà, un pare-feu, un anti-spam, voilà. Mais en fait, c'est plus que ça. Quand on parle de cybersécurité, c'est de la gouvernance, c'est de la stratégie, c'est de l'organisation. Et donc, il faut que le management, la direction au plus haut niveau, soit engagée dans cette démarche pour que ça fonctionne. Ce n'est pas qu'une affaire, finalement, d'informaticiens qui doivent défendre des précarés. Loin de là, ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit pas déjà pourquoi? Parce que, évidemment, entre le système et le cyberattaquant, généralement, on dit il y a l'utilisateur. Et on sait que tout système mal utilisé, de fait, on ne peut pas tout prévoir, est le principal risque aujourd'hui. Bien sûr, la messagerie, hein,
le fameux mail que vous recevez sur lequel on vous dit surtout ne cliquez pas si vous n'êtes pas sûr. Et pourtant, sur la quantité de personnes qui vont voir ce mail arriver, c'est statistiquement vérifié, il y en aura toujours un certain nombre qui vont cliquer quand même. Même parfois quand ils le savent eux-mêmes. Et voilà. Donc on est fragile, on n'est pas à l'abri, et c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que les arnaques par email explosent. Alors, prise de conscience, ça passe par de l'analyse de risque, c'est-à-dire un petit peu ce que j'ai voulu expliquer sur les impacts. On réfléchit à des scénarios qui peuvent arriver. Alors, on écarte les scénarios peut-être un petit peu, des choses qui nous amèneraient peut-être trop loin, donc on essaie de cibler sur des choses qui sont relativement réalistes pour essayer de se concentrer quand même et pas se disperser trop sur tous les sujets. Il faut accepter aussi de vivre avec certains risques, c'est-à-dire qu'il y a des risques qu'on sait éliminer, simplement. Il y a des risques qu'on sait qu'on ne saura pas les éliminer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre avec ces risques? Donc, c'est aussi c'est difficile. Hein, je crois que c'est le principale difficulté de toutes ces démarches, et notamment en cyber, puisqu'on sait que tout peut arriver, c'est de se dire, de fait, à partir du moment où j'ai un système, j'ai un risque, et comment je vis avec, comment je le réduis. Un autre sujet, c'est construire une démarche. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à impliquer tous les acteurs, l'utilisateur devant son écran, les équipes informatiques, la direction. Mais quand on est dans un écosystème portuaire, il faut aussi, c'est pas seulement le problème de l'autorité portuaire, c'est pas seulement le problème de l'armateur, c'est comment on fait de ce sujet-là un sujet collectif. Alors ça, il y a un vrai questionnement aujourd'hui, c'est la principale difficulté sur laquelle je dirais, on a des difficultés de positionnement parce qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut se répéter beaucoup, il faut trouver des acteurs clés qui ont envie de porter ces sujets-là. C'est pas forcément marrant, toujours. On ne fait pas que des heureux, on crée potentiellement des problèmes pour certains. Voilà, donc c'est vraiment cette démarche qui nous intéresse à ce stade. Alors depuis quelques années, on essaye de vulgariser un peu le sujet. Depuis 2018, on a fait avec Synerzip, avec l'Union maritime et portuaire, avec la communauté portuaire, on a fait des événements, des petits déjeuners sur la cybersécurité, on a fait des conférences, des workshops, des webinars, des ateliers de travail où on confronte les points de vue, chacun exprimant un petit peu quelles peuvent être ses questions, et essayons, nous, de mutualiser un petit peu les connaissances pour avoir une meilleure compréhension des sujets et certainement peut-être une meilleure identification des risques pour travailler là où il faut travailler et pas se disperser. Il y a tellement de choses à faire qu'en fait, si on regarde dans son ampleur, on peut très vite se décourager, et donc il est évidemment important d'avoir cette démarche organisationnelle. La sensibilisation, alors les retours d'expérience, et depuis quelques temps, les exercices. Il y a quelques années, nous, on faisait que des exercices techniques. Alors, je dis, il n'y a que, hein, je simplifie beaucoup, on rentrait dans la salle technique, pling, on débranchait, toutes les machines tombaient en panne, on les redémarrait, c'était déjà pas simple, parce que quand vous arrêtez une machine, déjà, il y en a déjà beaucoup sur des centaines de machines ou des milliers de machines, il y en a toujours un certain nombre qui ne redémarreront pas de toute façon. Voilà. Et donc, c'était vraiment des exercices techniques. Alors, on est passé à des exercices cyber, un peu comme des jeux de rôle autour d'une table, en imaginant, tiens, voilà ce qui se passe, réunissant des équipes, un peu comme un jeu, en essayant de régler la situation la plus rapidement possible. Et on s'est rendu compte que là, on apprenait déjà beaucoup de choses, comment réagir rapidement sur un événement qui ne nous laisse pas beaucoup de temps. Donc, il faut être capable de... Voilà. Et comment on s'organise justement pour gérer la crise. Donc, c'était assez nouveau. Et en 2019, on a fait même un exercice en grandeur réelle. C'est-à-dire que là, on a modélisé nos systèmes qui ont subi des vraies attaques par des hackers. Donc, on subissait ça, on ne connaissait pas le scénario. Et il fallait réagir, se préparer, gérer la crise. Pas savoir ce qu'on pouvait dire parce que ça bloquait potentiellement le trafic, ça faisait des mécontents, il y avait de la communication négative sur tout ce qui se passe. Et Pedro l'a très bien mentionné, aujourd'hui les sociétés doivent communiquer. C'est hyper important en cas d'accident en cyber, ça ne sert à rien de le cacher parce que de toute façon ça se saura. Et donc c'est ça aussi qui est l'enjeu, de rassurer ses clients, rassurer ses partenaires et en même temps montrer qu'on était prêt à vivre un tel événement et qu'on s'organise et que ce n'est pas la panique.
Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, Synerzip connaît bien ce genre de situation. Et donc, c'est créer un peu un écosystème résilient avec des procédures pour réagir en cas d'attaque. Bien sûr, après, c'est des indicateurs. Là, on l'a dit, hein, des indicateurs sur les machines. Est-ce qu'elles sont mises à jour, pas à jour? Il y a plein de choses. La difficulté, c'est aussi l'amélioration continue, parce qu'en fait, c'est un truc qui ne s'arrête pas. Ça ne sert à rien. Souvent, on travaille un peu one-shot. Et là, la difficulté, pour nous, c'est qu'on doit travailler tout le temps. On ne peut pas s'arrêter. D'abord parce que les menaces reviennent, elles ne s'arrêtent pas, qu'elles changent. Et donc, il faut avoir quand même oui, une force de travail continue sur ces sujets-là. On ne peut pas s'arrêter. Alors, aujourd'hui, on est tous vulnérables. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de faire un point fort de la cybersécurité. Si on peut soit en faire un point, évidemment, embêtant et tourner le dos un peu à ces sujets-là. Et nous, on essaye justement de se dire, bah, aujourd'hui, c'est peut-être l'opportunité aussi de créer quelque chose d'intéressant. Alors bon, je vais peut-être passer parce que je l'ai beaucoup détaillé. Voilà. Mais c'est bien sûr de mettre en place en fait une stratégie avec une gouvernance. Alors, dans le cadre du Smart Port City, on a monté un projet qui s'appelle Sympathie. C'est une plateforme de cybersécurité maritime, portuaire et industrielle qui regroupe déjà des acteurs importants comme la Sogeit, comme Synerzip, comme l'UMEP, ou des acteurs industriels qu'on essaye de faire venir à bord pour nous aider, avec un double enjeu. On va dire le premier enjeu, c'est de faire de Haropa un port cyber sûr. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est un critère pour les armateurs de savoir que leurs données sont sécurisées. Et qu'on se préoccupe. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous arriver, mais ça veut dire qu'on se préoccupe du sujet, et c'est déjà beaucoup, croyez-moi, et de montrer qu'on a des actions qui sont engagées, et justement de réduire les risques. Le deuxième point, c'est on voudrait aussi profiter du secteur. Alors, il y a une carence énorme en ce moment hein, sur des ressources en cybersécurité. J'étais au FIC hier, justement, donc le salon international de la cybersécurité à Lille. Et il y a un acteur qui m'a dit, bah, tiens, c'est la première année où ça nous arrive. Le premier jour où d'habitude il y a toutes les huiles qui viennent inaugurer et tout ça. Là, ils avaient tous les DRH, parce qu'il y a tous les experts en cybersécurité, et tous les DRH étaient présents en train de faire leur marché sur les stands, à tel point où les ressources se manquent en vérité. Parce que la vraie vérité, c'est qu'il manque des dizaines de milliers d'ingénieurs en France, bien sûr, mais aussi dans le monde. Et donc, il va y avoir une accélération. Voilà. Donc, comment faire aussi pour créer un environnement résilient? Comment faire venir des compétences? Comment développer cette filière? Et pourquoi pas sur Haropa, au Havre, à Rouen et à Paris, développer une compétence forte dans ce domaine. Je vais passer ce point qui est peut-être un petit peu secondaire, mais néanmoins, vous le verrez peut-être si vous êtes intéressé par les guides. Alors de l'ENISA, c'est l'Agence nationale de cybersécurité européenne, qui essaye de faire des guides dans différents secteurs, dont le secteur portuaire. Il y a 2 guides qui sont sortis en 2019 et 2020, et qui aident les ports à appréhender des sujets de cybersécurité, c'est-à-dire qu'il y a des ports qui sont déjà très au fait, d'autres un peu moins, et donc qui donnent tout un ensemble de guides pour démarrer, et notamment avec une approche aussi assez intéressante, c'est de mettre en fait des modèles de maturité, c'est-à-dire d'essayer de se positionner pour voir finalement si globalement on est plutôt un port en avance en matière de cybersécurité. Alors là, vous avez un tableau, et si vous êtes très en avance, vous êtes un port leader, et je pense qu'il y a un enjeu économique, un enjeu stratégique à positionner les grands ports et des ports comme Haropa sur ce plan et en faire des leaders, ou au contraire, si vous êtes immature, parce que là, pour le coup, vous n'avez pas du tout commencé à regarder le sujet, vous n'avez pas fait d'analyse de risque, vous n'êtes pas posé de questions, et donc ça permet déjà de positionner un petit peu une grille qui peut aider à fixer des priorités et à voir comment travailler vite. Parce qu'une difficulté, en fait, c'est de démarrer. Et alors, il y a des actions qui, concrètement, peuvent se réussir rapidement, et puis d'autres qui méritent quand même de construire toute une démarche qui va prendre du temps. Donc, il faut arriver à combiner les deux. Et en fait, c'est comment mettre en place un système de management qualité, quelque part, sur la cyber, avec de l'amélioration continue, en essayant de lever... voilà.
Sachant que, attention, dans les ports, je dirais, de commerce notamment, la difficulté, c'est de pas... parce que si on ferme toutes les écoutilles, s'il n'y a plus d'échange d'informations, on sera totalement sécurisé d'un point de vue cyber. Par contre, d'un point de vue développement économique, c'est moins bien. Et donc, il faut trouver le bon ratio pour travailler aussi avec des acteurs sans leur mettre des contraintes trop fortes en matière de cyber. Donc, pas prendre un tank pour écraser un œuf. Je prends souvent un exemple. En ce moment, on a souvent des difficultés à réagir quand il y a... Voilà, tu as évoqué un armateur récemment qui avait été attaqué. Donc, on était forcément, nous, concernés. Des fois, on a du mal à avoir l'information en temps réel, entre nous, des problématiques de réseau, comment on communique mieux. Et donc, la tendance, souvent, par peur, c'est de débrancher tout. Et en fait, on se dit, bah, hop, j'arrête tout, je coupe le système, et du coup, je suis... Voilà. Mais en fait, si on a des attaques, comme je disais, avec des millions d'attaques par mois, évidemment, si tous les jours, on débranche l'ensemble du système, bah, finalement, le remède sera pire que le mal. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut arriver à combiner pour rester attractif. Voilà. Enfin, pour finir, si voilà, vous êtes intéressé, il y a plusieurs guides qui existent. Alors, la DGITM, c'est pour nous un petit nom de guerre parce que c'est notre ministère de tutelle qui a fait un guide en français avec les spécificités des ports français. Donc, tout est condensé, il est très très bien. Les guides européens avec l'ENISA. Le BIMCO qui a abordé la sécurité des navires. Donc là, c'est plutôt vu sous l'angle des armateurs et des compagnies maritimes. Et puis récemment, alors en fait, je n'ai pas mis à jour le PowerPoint, mais le guide est sorti. Il a été annoncé la semaine dernière, un guide sur la cybersécurité qui a été mis en place par l'IAPH. C'est l'Association internationale des ports, et donc qui a vocation de s'adresser à tous les ports du monde, tous les ports qui adhèrent à l'association et qui, grâce à ça, vont pouvoir développer une culture et mettre en place, on l'espère, dans chacune de leurs entreprises, un dispositif. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci de votre attention. Merci. Ben, merci beaucoup à tous les deux, aux intervenants. Donc, moi, j'ai déjà plein de questions, je ne sais pas vous. Je ne vais pas commencer quand même. Je préfère me tourner vers la salle et savoir si vous avez déjà des questions ou pas. Ah, là-bas, du coup. Alors ma question portera surtout sur le rapport exclusif entre le progrès technique et le rapport un peu humain au sein du monde maritime. Alors dans quelle mesure l'autonomie des navires va-t-elle compromettre ou mettre en danger la place des officiers de la marine marchande, voire des navigants en général? Pour moi, c'est une question assez complexe. C'est d'abord, je pense qu'on est loin d'avoir des navires complètement autonomes. Là, pour l'instant, on est plutôt sur une dynamique navire téléopéré. Donc, il y aura toujours un commandant, il y aura toujours des gens à bord, il y aura toujours besoin de faire la maintenance, il y aura toujours quelqu'un qui puisse réagir directement sur le matériel. Donc on est très loin d'un navire 100% autonome, je pense. Ce qu'il va y arriver, c'est que pour moi, le métier, il va évoluer. C'est ça. Avant, je pense que ça se fait toujours à l'école. Hein. Il y a des cours sur la navigation avec les étoiles. Ça se fait toujours. Mais maintenant, on ne s'en sert plus. Maintenant, on utilise les GPS. Il faut savoir utiliser l'ECDIS. Il y a des cours sur l'ECDIS. Ils passent maintenant à l'ENSM. Les élèves, ils passent énormément de temps devant un écran. Et voilà, il faut s'en servir du radar, etc. Donc pour moi, il y aura plutôt une évolution dans le métier des marins qu'une disparition de ce métier. J'en profite. Est-ce que éventuellement le fait que les navires autonomes, en tout cas, pourraient être plus sujets à des attaques, justement à des cyberattaques, est-ce que ça pourrait freiner
le fait aussi de développer ce type de navire. Oui, évidemment. Pour moi, c'est comme la voiture autonome. On voit, il y a des voitures autonomes maintenant sur les routes. Ça fonctionne, mais on voit qu'il y a certains cas où ça peut ne pas bien fonctionner. Donc voilà, pour l'instant, il y a toujours besoin de quelqu'un qui puisse prendre le contrôle. Donc évidemment, si ça marcherait parfaitement, ouais, on changerait tout de suite. Mais non, on est très très loin de ça. Et après, c'est négligeable, je pense, les prix d'un commandant par rapport à un porte-conteneur. Ça ne vaut pas les coups de prendre les risques. Mais c'est un avis personnel. Bon, ce qui est sûr, c'est que ces technologies vont augmenter les surfaces d'exposition. Ça, voilà, c'est plutôt peut-être par rapport à ça où ça peut rendre, ça peut donner des idées à partir du moment où évidemment les communications. Après, c'est peut-être le système de vigilance, jusqu'à quel point l'homme fait confiance au système, et jusqu'à quel point. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je croyais qu'on allait avoir plein de questions. Alors, du coup, moi, j'en ai une autre. Vous parliez tout à l'heure des compétences et de manque finalement de candidats, peut-être, si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'au Havre, il y aurait véritablement la place d'une filière propre, ou d'une école proprement spécialisée dans les cyberattaques, spécialisée dans le maritime? Ouais, je dirais, si on prend un peu ce qui s'est passé en Bretagne, hein, la Bretagne a pris le sujet très très tôt. Donc aujourd'hui, ils ont développé pas mal de compétences en formation. Il y a beaucoup d'écoles spécialisées en cybersécurité. Ils ont pris le virage très très rapidement. Avec, je dirais, alors dans le milieu maritime, avec une petite particularité encore, peut-être très liée évidemment aux activités du port de Brest, avec une vision peut-être un peu militaire des choses. Ce qui est très bien, parce que finalement, il y a quand même des risques partagés, hein, on va dire. Donc, voilà. Mais je pense qu'il peut y avoir vocation à développer aussi une filière de compétences sur de la cybersécurité liée à une activité d'un port qui n'est pas militaire, d'un port qui est un port de commerce. Avec toute la difficulté, c'est que le port de commerce, il doit être ouvert. Donc, ce n'est pas les mêmes règles, en fait, hein, entre un port militaire qui va fermer ses systèmes parce que il sait que pour ne pas s'exposer, voilà, les dispositifs, les systèmes n'ont pas à être interconnectés. Aujourd'hui, l'ensemble du commerce mondial passe par Internet. Hein. Donc c'est de l'hyperconnexion, hein, j'allais dire. Donc il y a un vrai enjeu, il y a voilà, il y a un véritable terrain de jeu aussi, parce que chaque installation aujourd'hui, que ce soit chez les opérateurs de terminaux, hein, il y a de plus en plus de numérisation. Les armateurs eux-mêmes, on parlait de la gestion de flotte, hein, aujourd'hui, où ils optimisent la navigation. Ça fait d'ailleurs partie de travaux de l'ONI, de faire en sorte que les ports et les systèmes des compagnies maritimes communiquent de plus en plus en amont pour garantir des points de passage et s'assurer que le navire ne sera pas retardé. Pour des raisons de performance, mais aussi pour des raisons environnementales, de réduction des effets des rejets de CO2, et de faire en sorte que les navires puissent naviguer à une vitesse raisonnable pour moins consommer et peut-être naviguer avec des carburants plus propres de plus en plus, et donc il y aura peut-être besoin de moins de performance et plus de synchronisation. Voilà. Donc ça, c'est des sujets qui montrent que cette interconnexion entre le navire et le port va être encore un sujet qui va être de plus en plus développé. Et on voit bien aujourd'hui que quand on regarde l'OMI, elle voit d'un côté le port, le navire, et à la croisée des chemins, quand le navire est à quai, en fait, il a un statut, on ne sait plus très bien si on doit le considérer comme une entreprise qui se connecterait à terre, ou s'il reste encore une bulle dans sa bulle. Et donc, il y a vraiment un sujet, bon, c'est bien que le projet marin, notamment, visait un petit peu à regarder ça. Et donc là, il y a un terrain intéressant.
Et je pense qu'effectivement, il y a la place pour peut-être développer une filière. Mais pour développer une filière, effectivement, il faut lancer une démarche collaborative. C'est pour ça qu'on a lancé ce projet. Il faut créer aussi des synergies. Il faut créer des, comment on appelle ça, des contacts pour qu'on ait de plus en plus d'acteurs. Et pour avoir de plus en plus d'acteurs, ça veut dire qu'il faut de la recherche, donc impliquer les chercheurs pour nous aider à trouver des solutions. Parce qu'on ne va pas arrêter de numériser, en fait. De dire, un bon moyen de régler le problème des cyberattaques, c'est d'arrêter de numériser. Bon, voilà, mais je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Donc, au contraire, c'est comment on va intégrer alors, la sécurité par le design, c'est-à-dire le prendre en compte. Aujourd'hui, les objets connectés, par exemple, que nous découvrons, hein, on les trouve un peu partout, et en fait, très souvent, ils n'ont pas été pensés forcément dans leur destination finale. Et une fois qu'ils sont dans des installations portuaires, dans des installations un peu sensibles, bah, on s'aperçoit qu'ils présentent un risque. Donc là, il y a un travail, peut-être un travail avec l'Université du Havre, avec l'IUT, hein, il y a plein de... avec l'IPER, bon, je sais que je vais en oublier, l'INSA, la Cité numérique, on a tout un écosystème qui peut nous aider. Et puis après, il faut être capable d'accueillir aussi, parce qu'il faut rester innovant, y compris en cybersécurité. Et donc, il faut pouvoir accueillir des startups qui peuvent venir nous aider aussi à travailler sur ces sujets-là. Bon, par exemple, en ce moment, bon, je vais les citer, mais sans faire de publicité, il y a des entreprises comme Yes We Hack qui sont des hackers éthiques. C'est tout à fait intéressant. Je sais qu'ils travaillent beaucoup dans la région normande, justement, à Rouen, à Caen, au Havre. Grâce à des acteurs comme ça, bah, ils peuvent nous aider à débugger des logiciels. C'est-à-dire des logiciels qu'on va installer sur la place portuaire, bah, les faire rentrer dans ces processus-là où ils vont faire travailler des hackers éthiques pour essayer d'identifier des failles et donc nous aider à sécuriser nos systèmes. Justement, du coup, j'en profite parce que vous parlez des hackers éthique. Et donc, je me posais une question tout à l'heure quand Pedro aussi, vous parliez finalement des risques qu'on peut avoir, finalement, de quelle manière est-ce que finalement ils attaquent. Alors, ça peut être effectivement dévier, par exemple, le navire. Voilà, il y a plusieurs formes, en fait, d'attaques, mais qui sont souvent des attaques, finalement, qui n'aboutissent pas à un profit pour le hacker véritable. Je parle d'un profit financier. Bon, sauf effectivement peut-être pour la croisière où là on récupère des données des gens et donc on peut peut-être en tirer un profit financier. Donc je me posais la question, donc comment est-ce qu'on justifie ou on comprend effectivement finalement ces attaques ou de quelle manière est-ce qu'ils en tirent profit, ces hackers? En fait, on voit ça à partir des analyses de risques. Une des premières étapes, quand on fait une analyse des risques, c'est d'étudier la menace. Qui est intéressé à nous attaquer, déjà? Pour quelle raison, ouais, pourquoi et qu'est-ce qu'il cherche. Donc notamment, les premiers qui apparaissent, c'est toujours l'attaquant qui cherche un profit financier, évidemment. Après, il y a aussi tous les activistes, on les appelle un peu comme ça. On voit bien, il y a beaucoup de manifs qui se passent dans la rue, mais de plus en plus, il y a ces manifestations qui se passent sur Internet aussi. Donc, il y a des gens qui vont essayer de contourner un site web, par exemple, pour afficher des informations. Et on voit de plus en plus ça, par exemple. Après, il peut avoir aussi des actions de sabotage. Un employé qui n'est pas content et qui veut tout détruire avant de partir. Donc voilà, on fait ça avec l'analyse des risques. On se met à table et on discute tous ensemble pour voir un peu les idées des autres. Et voilà, on construit ça. Mais il y a des guides aussi qui nous aident à penser un peu à tout, quoi. On ne fait pas ça tout seul. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a peut-être encore une question? Ah, ça y est. On va peut-être en prendre encore ces deux questions-là, parce que c'est vrai que... Bonsoir. J'ai deux questions. Alors, la première porte sur la position d'Aropa sur le tableau de maturité actuellement. Je dois répondre. Alors, on n'a pas fait l'exercice. On n'a pas fini, en fait. On l'a commencé. On a lancé... alors, comme le dit Pedro, on a fait de l'analyse de risque.
Donc ça, c'est quelque chose que nous avons, alors qu'on a plus ou moins dans toutes les grosses entreprises au Havre. Pour les plus petites, on ne sait pas si des analyses de risque ont été faites ou pas. Donc on aimerait bien justement avoir une cartographie un peu complète de ça. Et en ce moment, on essaie de travailler sur un outil, là pour le coup, qui va intégrer les risques portuaires que décrivait Pedro sur justement quels sont les enjeux, quels sont les types d'attaquants par rapport au scénario portuaire. Et on travaille sur un modèle de résilience, c'est-à-dire de comment on peut mesurer la résilience des entreprises. Parce que quand on parle de risque, en fait, souvent vous avez un tableau, vous avez une société très spécialisée qui va regarder, bon là, ils ont des critères très précis, c'est factuel. Hein. Ils regardent votre système, ils regardent le comportement des gens qui gèrent le système, qui l'administrent, comment tout ça communique avec la direction, quels sont les plans d'action. Voilà, et puis ils mettent jaune, vert, rouge. Puis à la fin, vous avez un drap de lit, hein, parce que c'est des fichiers souvent Excel, avec 4000 lignes. Et puis, vous voyez, alors vous avez parfois du rouge, parce que sur un de vos systèmes, vous n'êtes pas tout à fait conforme. Mais finalement, le système d'information portuaire, il est complexe. Ce n'est pas qu'un système, c'est plein de systèmes. Et donc, on peut être en vert sur tous les systèmes, mais s'il y en a un qui est en rouge, finalement, c'est le rouge qui va apparaître. Alors, ça ne veut pas dire que il ne faut pas s'inquiéter quand on a des rouges, mais du coup, quand vous regardez un petit peu tous ces draps de lit, des fois, c'est un petit peu difficile pour un chef d'entreprise de voir, une fois qu'il a ses analyses de risque, où il en est vraiment dans son entreprise. Est-ce que ça va bien? Enfin, finalement, est-ce qu'il est plutôt bien situé par rapport... parce que, de toute façon, quand on fait des audits, il y a toujours un truc qui ne va pas. D'abord parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours très bien faites. Il y a les systèmes vieillissent, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Le système vieillit, parfois il n'est plus mis à jour, ou parfois il ne peut pas se mettre à jour face à de nouveaux types de menaces. Donc après, il faut pouvoir faire la part des choses et de se dire comment ça se traduit en matière de résilience pour le chef d'entreprise. Est-ce que c'est plutôt bon? Est-ce que c'est plutôt mauvais? Alors là, on essaie de travailler sur un outil qui nous permettrait un petit peu comme la météo avec l'indice de confiance, de donner un système de notation. Les assurances font ça déjà aujourd'hui, le font de plus en plus, notamment en matière de cyber, c'est-à-dire ils vont vérifier si vous avez par exemple une PSSI, donc un document de politique de sécurité des systèmes d'information dans votre entreprise. Est-ce que vous avez une charte informatique? Est-ce que vous avez une gestion de risque? Est-ce que vous avez un plan de reprise d'activité? Est-ce que, voilà, qui induit des sauvegardes? J'ai entendu hier dans des conférences qu'effectivement certains disaient de toute façon ça ne sert à rien de lutter contre le risque cyber, on n'y arrivera jamais. Donc faites des bonnes sauvegardes, puis le jour où vous en avez besoin, vous ressortez votre sauvegarde. C'est une autre manière de traiter. Bon, après, je pense que faire des restaurations, ça peut prendre aussi plusieurs jours, donc ce n'est pas forcément une stratégie qui s'applique dans tous les domaines. Mais bon, il y a plein de manières d'analyser ça, donc il faut connaître le contexte. Et donc, on essaie de cartographier et de se dire, bah, tiens, finalement, on se rend compte que dans le secteur portuaire, alors, notamment parce qu'il y a quand même des entreprises en pointe avec les risques Céveso, voilà, tout ça induit quand même une certaine stratégie, une certaine politique. Est-ce que dans cette cartographie, on a beaucoup d'entreprises qui sont sensibles? Est-ce qu'ils ont une sensibilisation au risque cyber ou pas? Ça va être un premier indicateur. Est-ce que les entreprises ont des politiques? Alors ça permet à chaque fois, si vous avez une politique, bah, vous montez un peu en grade. Ça veut dire que vous n'êtes pas débutant, vous avez déjà un premier niveau de maturité. Voilà, on pense, nous, qu'on a quand même un peu travaillé sur le sujet, donc on ne part pas du plus bas. On aimerait bien être dans les leaders, en tout cas on fait tout pour devenir aussi leader dans ce domaine. Et pour ça, bah, ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler et surtout avoir un système de mesure qui soit assez efficace. Pour le coup, c'est très difficile de mettre en place ce système de mesure parce qu'il y a des acteurs qui vont être transparents et qui vont vous dire parce qu'on va pas, on ne fait pas cette démarche-là pour aller voir ce que fait chacun. Il n'y a pas d'ingérence en fait, hein, c'est collaboratif, donc c'est un peu du déclaratif que chacun dit ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Et donc après, il y a un système de mesure qui doit se mettre en place pour voir, bah, tiens, finalement, on se rend compte que la sensibilisation
est déficiente, il faut travailler dessus. Je n'ai pas dit qu'elle l'était, je dis, mais en tout cas, on peut se poser la question, et effectivement, si elle l'est, il faut mener... voilà. Est-ce qu'on fait des REX, par exemple, suite à une cyberattaque? Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont eu des attaques cyber et qui ne partagent pas ces retours d'expérience? La réponse, je vais vous la dire, c'est oui, et beaucoup trop. Et ça, c'est comment on peut mettre en place un système pour partager ces retours d'expérience. Parce que c'est grâce à ce retour d'expérience qu'on espère qu'on ne se fera pas avoir 2 fois. Et ça, aujourd'hui, nous, sur les attaques cyber qu'on a constatées, faut quand même reconnaître que le retour d'expérience, notamment dans l'écosystème des acteurs, c'est pas conduit suffisamment, je pense. Donc c'est un vrai sujet. Alors on n'est pas les seuls, on est beaucoup concernés par ça, mais voilà une mesure concrète qui peut aider les uns et les autres à se préparer. Je ne sais pas si ça répond exactement voilà, dans l'échelle de... Voilà, je vous laisse apprécier du coup. D'accord, merci. J'aurais une deuxième question aussi. Je voulais savoir s'il y avait un impact significatif, en fait, le fait d'avoir été certifié ISO 28000. Si ça a réellement augmenté, par exemple, le trafic, si une échelle approximative. Alors, on ne s'est pas mesuré si ça augmentait le trafic, ou peut-être que mes collègues du secteur commercial pourraient répondre à ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous ou en ligne. Mais ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux activités du port du Havre, où il y a quand même beaucoup de valeur ajoutée sur les marchandises, de grande valeur, notamment le secteur du luxe qui passe par le Havre, je crois les parfumeries, j'en oublie, les vins et spiritueux d'ailleurs, qui sont quand même... voilà. On peut penser quand même que pour les acteurs qui travaillent avec le port du Havre, ça les rassure forcément de se dire qu'on rentre dans un système de management où la sûreté est prise en compte, d'une part, et où la cybersécurité sur ces enjeux-là, en tout cas, est aussi intégrée au système de management. Donc forcément, c'est quand même un élément différenciant qui rassure et qui peut même attirer du trafic en se disant, voilà, on a en considération ces sujets, et je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le trafic. Alors du coup, je crois que je vais être obligée quand même de stopper parce qu'il est déjà presque 8h moins quart. En tout cas, ce que je propose éventuellement, parce que je voyais que tout à l'heure, il y avait encore une question, peut-être vous l'adressez au Port Center et je la fais suivre à nos deux intervenants. Donc voilà, sinon, vous pouvez aussi réécouter donc, la présentation sur notre chaîne YouTube. Je voudrais donc remercier très chaleureusement nos 2 intervenants. Finalement, voilà, on a quand même parlé beaucoup et je pense que c'était quand même très très riche et très intéressant. Donc je sens que c'est un sujet qu'on va peut-être pouvoir développer davantage et peut-être faire d'autres conférences là-dessus avec des points assez peut-être plus précis. Voilà, donc là, je vous remercie beaucoup et merci à tous. Bonne soirée.